tout de suite sur Radio Soupente, la station de Rapin, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille. Nous allons parler, vous parler, d'Eugène Leroy, un peintre de Schnorr. Vous êtes au courant, si vous écoutez ces émissions depuis un moment, que nous sommes follement amoureux du Nord et de ses artistes. Nous avons découvert Eugène Leroy il y a déjà un bon bout de temps dans son musée au MUBA à Tourcoing. C'est bien ça. Voilà. C'est un camarade avec qui on faisait l'émission avant qui nous avait parlé de Eugène. Et tout de suite, j'ai été transporté d'amour pour son travail. Ouais, Eugène Leroy, c'est quelqu'un qui ne doit pas être tant connu, en fait, mais qui nous a vraiment séduit, qui a un travail à part, on verra, hein, qui est en dehors des écoles, qui a toujours suivi ses envies et ses inspirations. Et là, le musée d'art moderne lui fait une magnifique rétrospective avec, je crois, 150 œuvres. C'est une très très grosse exposition. Ouais. Nous, on l'avait souvent vue. Extrêmement fatigante. Oui, parce qu'il y a beaucoup de salles. Et en fait, en plus, on verra les œuvres d'Eugène Leroy, on passe pas devant comme ça. C'est-à-dire qu'il faut s'y arrêter. Donc, c'est un long parcours qui regroupe vraiment l'ensemble des thèmes qu'il a abordés durant toute sa vie de peintre. Donc je vais commencer par faire un petit peu un résumé de sa vie pour voir un petit peu qui il est, comment il s'est formé, comment il en est venu à la peinture. Donc il est du Nord, effectivement, hein, il est né à Tourcoing en 1910 et il est mort en 2000. Donc il a une longue vie de travail, de peintre. Et donc son papa est un représentant et en fait il meurt quand Eugène Leroy a 18 mois, donc très jeune. Et il faisait aussi de la peinture. Il avait une boîte de peinture. D'ailleurs, on voit ses œuvres dans un petit film qu'on a visionné. Voilà. Et donc c'est sa maman qui va l'élever et qui va se faire aider par un oncle qui est abbé. Et donc sa maman qui sera pas, comme il dit, c'est à l'ancienne pour ne pas dire au froid et à la margarine. C'est-à-dire que je pense que c'est très rigide en fait. S'il y a de la rigueur, enfin voilà, ça rigole pas. Une maman toute seule avec un enfant, c'est jamais très surtout facile. À cette époque-là. Et quand Eugène Leroy a 15 ans, en fait, donc sa mère lui offre la boîte de peinture de son père. Donc là, il va commencer à dessiner. Et il va découvrir Rembrandt dans un petit bouquin qui est à la maison. Il y a des reprographies en noir et blanc. Et là, il va être passionné par Rembrandt. Après, il va découvrir Jordans, Gréco, Goya. Il va avoir quelques professeurs qui vont remarquer son talent et qui vont lui demander de faire des travaux. Alors, les premiers cours, on va lui demander de beaucoup travailler sur les mains, je crois, les mains, les pieds. Donc, il faut qu'il en fasse tous les jours et qu'il apporte ça à ses professeurs. Donc, il va prendre des modèles qu'il a autour de lui hein, pour pouvoir travailler. Et après, il va travailler d'après nature. Il va suivre un cursus de philosophie. Donc là, il se forme avec Bergson, Proust. Il part visiter Rome. Et quand il a 18 ans, il tombe malade, il a une pleurésie. Et cette maladie, pendant 3 ans, va l'affecter quand même. Et comme il dit, la peinture me fera vivre. On a vu que c'était le cas chez plein d'artistes qui finalement soit se mettent à la peinture lors d'un accident qui les immobilise ou qui finalement ont ce support pour pouvoir s'évader et continuer d'attendre que leur corps réponde, quoi. Et là, il va rencontrer sa future femme, Valentine Tirant. Et donc, ils se marieront en 1933. Et avant, donc, il rentre à l'école des Beaux-Arts de Lille. Il va faire des courtes études parce qu'il ne se sent pas du tout prêt à suivre un cursus quelconque. En fait, il n'est pas du tout dans cette motivation-là. Il va aller à Paris, il prend des cours de dessin à la Grande Chaumière. Et ce qu'il raconte aussi, c'est que quand il est à Grande Chaumière, il travaille, mais il n'est pas du tout dans cette vie parisienne culturelle, en fait. Il y va pour travailler, quoi. Et il retourne après dans le Nord. Il a un premier fils qui s'appelle Eugène Jean, qui sera surnommé Génaud, donc qui naît en 1934. Et en 1935, il s'installe près de Roubaix, où là, parallèlement à sa carrière de peintre, en fait, il va devenir professeur de latin et grec dans un collège privé, Notre-Dame des Victoires, et c'est un métier qui va lui permettre toute sa vie de subvenir aux besoins aussi de la famille.
Quelques années plus tard, il va découvrir ce tableau, La fiancée juive de Rembrandt, au Rijksmuseum d'Amsterdam. Et on a senti que c'était important dans ses œuvres, après, ce que ce tableau peut avoir d'inspirant, en fait. Oui, cette fiancée juive sous laquelle Haïm Soutine et Crémeigne, je crois, ont dormi au musée du Louvre quand ils sont arrivés à Paris. Oui, c'est vrai. Ouais. Et il va découvrir aussi la peinture abstraite, Malevich, Mondrian, et il va avoir l'occasion d'exposer donc en 1937 à Lille. 1940, c'est la guerre, il est mobilisé, mais il revient rapidement à Roubaix où il va pouvoir enseigner donc le latin et grec durant toute la période de 40 à 45. Et là, il peint des scènes de genre, ou alors il s'inspire de l'opéra de Katsu. Et bientôt va naître son deuxième fils, Jean-Jacques, en 1944. Donc il s'inspire de son environnement, il peint des paysages de la mer du Nord, il va aller à Gravelines, Gravelines où il y a maintenant un musée aussi d'estampes très important. Voilà, il va rencontrer un marchand, Pierre Loeb, qui va lui acheter des toiles, et il est passionné par les grands maîtres. On verra qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont inspirées d'œuvres classiques, de Rembrandt, de Van Gogh. Il va aussi voyager, il va en Allemagne, il va en Espagne, en Italie, et il expose quand même régulièrement. Et il se tient donc à l'écart des avant-gardes. Il a toujours un style qui lui est vraiment propre, en fait. Et après, il va exposer encore à Paris avec Sam Francis, Poliakov, Marcel Pouget. Il va aussi exposer avec Eugène Dodaigne à Lille. On avait déjà parlé de ce sculpteur qui travaille une pierre particulière là, d'une carrière du coin là, du Nord. Oui, tout à fait. On a des œuvres à la piscine de Roubaix, de Dodaigne. Voilà, dans le jardin de la piscine. Ouais. Et en fait, en 1958, il va s'installer à Ouasquehal, donc c'est tout près de Lille, et c'est là qu'il ne bougera plus jusqu'à la fin de sa vie. Donc il aura sa maison atelier, donc un lieu où il va pouvoir travailler tranquillement, parce que je crois qu'avant, en fait, dans les endroits où il habitait, il n'avait pas vraiment d'atelier. Ça pouvait être la cuisine, enfin comme souvent quand les artistes ne peuvent pas avoir de grands logements. Et donc dans cet espace, en fait, il va pouvoir travailler des plus grandes toiles, et il va surtout se créer donc son atelier dans le grenier de sa maison avec un gros travail. La lumière est omniprésente dans son travail, et il va faire percer une verrière dans le toit de sa maison. Il va mettre une autre lumière qui va arriver derrière. En fait, après, ses œuvres auront toujours deux lumières. Il y aura toujours un contre-jour. Donc il y a cette lumière qui arrive du nord en haut, et une fenêtre au sud, et il va ajouter en plus, après il y aura un miroir pour envoyer un reflet. Donc voilà, c'est tout son travail, et on a un film dans lequel on le voit effectivement travailler. L'atelier qui ressemble plus à un gourbi. Il fait concurrence dans ce domaine à comment déjà ce peintre anglais là. J'ai un bouquin sur... Ah oui, Bacon, non. Bacon, c'est ça. Oui. Il est à peu près aussi ordonné que Bacon. Ah oui, non, il faut voir effectivement son travail. Voilà. Donc il va aussi passer par une réalisation de vitraux pour une église. Il rencontre Germaine Richier, et il est collectionné donc par des grands, donc il est quand même défendu. Il va rencontrer Baselitz. Il va participer au salon des réalités nouvelles, voilà, et il va surtout donc continuer à travailler toute sa vie à Ouasquehal. Et sa compagne donc va décéder, et quelques années après, je crois que c'est 6-7 ans après, il rencontre Marina en 1985. Donc lui, il a déjà donc 75 ans. Marina est toute jeune, elle va devenir son modèle, et ils vont donc partager les dernières années une quinzaine d'années de vie commune. Et là, son travail va encore évoluer sur ces dernières années de vie, quoi. Donc il est maintenant un peintre effectivement reconnu, et il meurt donc à Ouasquehal dans sa maison le 10 mai 2000. Voilà. Quelque chose dangereux, quelque chose d'inallumé, quelque chose
je suis bourré comme une baleine. C'est elle qui sait que mes pieds puent. C'est elle qui sait comment je suis nul. Mais quand je suis malade, elle est la reine de ce beau étoile. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Ma mère, elle a quelque chose dangereux, quelque chose d'une allumeuse, quelque chose d'une emmerdeuse. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère. Dans les yeux de ma mère, Arnaud, un hommage à Arnaud qui vient de mourir là à 72 ans. Ouais. C'est très triste. Ouais, donc voilà, donc on a fait donc tout le parcours de cette exposition et on en était quand même très très heureux parce qu'on a vu des toiles donc qu'on ne connaissait pas. Et alors l'exposition commence par la première salle, c'est Valentine et Marina, donc les deux femmes de sa vie, hein. Et on voit justement quand il y a les portraits de Valentine, en fait, comment sa touche va évoluer entre les années 40, les années 60 et les dernières années de sa vie avec Valentine, où la peinture prend de plus en plus de pattes, justement, où les visages vont disparaître. Et quand c'est Marina, là, c'est vraiment, il a passé encore un cap, c'est-à-dire que on distingue en fait les physiques ou l'anatomie, mais il faut vraiment, c'est tout un travail. Regarder le roi, c'est un travail c'est un jeu, c'est-à-dire que il faut se placer à bonne distance pour essayer de découvrir le sujet sous les couches de peinture. Oui, c'est curieux parce que moi ça m'intéresse pas du tout de découvrir quoi que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est sa pâte et toute la myriade d'éclats de couleurs qui peuvent se trouver dans cette pâte, avec ses ombres, ses reliefs, ses lumières, etc. Et moi je suis fasciné justement par cette espèce de chatoiement, pas toujours, hein, parce qu'il y a une salle qui s'appelle Apogée, et alors là c'est vraiment, on croirait qu'il a peint avec de la boue, mais bon, par contre il y a des salles où les couleurs explosent, quoi. C'est vraiment un enchantement pour les yeux, pour l'esprit aussi. Voilà, et ça c'est... Parce que bon, effectivement, on peut comme ma camarade, et je la critique absolument pas, elle est tout à fait libre de regarder la peinture de Gênes comme elle l'entend, mais personnellement... qu'on aperçoive une silhouette ou pas, ça me dérangerait presque qu'on aperçoive quelque chose de figuratif voilà, derrière ces couches de peinture, parce que je pense que le roi allait vers quelque chose, il a cherché toute sa vie, je suppose, pas une manière de peindre, mais de comprendre, de travailler la peinture dans ce qu'elle a de plus matériel, pour en essayer d'en extraire, voilà, tout ce qu'on peut en extraire, enfin poétiquement en tout cas, parce que oui aussi, ça, on pourrait comparer sa peinture à de la poésie, puisque c'est tellement, ça veut tellement dire de choses, on peut décrypter tellement
de sensations, de sentiments en la regardant, quoi. Voilà. C'est une peinture, oui, presque pas sentimentale, parce que c'est connoté un petit peu gnangnan, mais une peinture du ventre, une peinture, voilà, c'est charnel, c'est sensuel, et on peut ajouter toutes ces choses à la queue leu. Comme lui, il l'était d'ailleurs probablement aussi. C'est quelqu'un qui bouffait de la vie, quoi. Voilà. Quand on le voit dans le petit film que j'avais acheté au Muba à Tourcoing il y a quelques années, on sent que il a l'estomac d'un buveur de bière. Quelqu'un qui vit bien. Et dans le Nord, on sait que la bouffe, ça tient une grande place dans le quotidien des gens, enfin je suppose, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu. Voilà. Non, le roi, c'est... Oui, toi, tu cherches... Moi, je cherche parce qu'en fait, effectivement, les salles sont classées par thème, et moi, je trouve ça justement, c'est ça qui me plaît énormément, c'est de voir, en plus, par exemple, sur il retravaille donc les maîtres, hein, il a quand même passé toute sa vie à regarder les grands maîtres, les maîtres anciens, donc il est imprégné, il est vraiment rempli de ces peintures classiques, et il arrive à en faire quelque chose de complètement différent. Et par exemple, il y en a une, je crois que c'est le concert champêtre, là, et de Giorgione, et il en fait des variations complètement différentes. Et moi, justement, que dans ce rendu un peu abstrait, on arrive à distinguer les personnages, la personne qui va être en rouge, les deux qui sont en blanc, et les arbres derrière, sans que ce soit vraiment des arbres. Moi, ça me plaît énormément. En fait, oui, je crois que c'est ça que j'aime dans la peinture de Leroy, parce que alors, si on s'approche des toiles, on s'aperçoit qu'il y a 3 cm de pâte sur le tableau. Et tout près, de près, on voit pas. Mais justement, arriver à une bonne distance, moi, je trouve que c'est un peu la magie. D'un coup, on distingue ces personnages. De même, c'est pareil, il y a des salles, il y a tout un panneau où ce sont des poissons. Et oui, à un moment, on voit tous ces poissons qui sont différents. Et ça, moi, ça me subjugue. Il fait des nus et on voit, justement, on voit un couple, on voit une femme, on distingue comment elle peut être assise. Et plus il avance dans la peinture, plus la forme disparaît. C'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'à cet apogée, où là, moi aussi, je suis pas, ça me plaît plus, quoi. Non, il y a un moment où je pense que moi, je me serais arrêtée avant, quoi. C'est, voilà. Il fait des Adam et Ève, il va peindre, il y a ces marines qu'on connaissait pas tellement aussi. Ces paysages de bord de mer qui sont vraiment une traduction magnifique du climat, pas le climat avec la température, la chaleur, tout ça, mais du climat émotionnel, si on peut dire, de ces paysages du Nord, de ces grandes plages, de ces ciels gris, de cette mer grise. Enfin, tout est gris. D'ailleurs, c'est des gris bleutés, tout est diffus mais avec de la pâte, toujours pas aussi chargé que dans ces toiles, mais quand même assez bien charnu, quoi. Et moi, j'adore, vraiment, j'ai découvert ces paysages et j'en suis tombé follement amoureux. Ouais, non, ils sont vraiment super, quoi. Et c'est pareil, alors, il y a des arbres, il y a des fleurs. Moi, c'est pareil, c'est très séduisant, hein, ces paysages où là, c'est vraiment entre l'abstrait et le figuratif. Enfin, c'est la peinture de paysage. Et il y a une salle d'autoportrait. Alors, l'affiche, ils ont choisi ce qu'ils trouvent déterminant, c'est-à-dire un portrait qu'il a fait en 1927, donc il était tout jeune, où il voit son reflet derrière une vitre. Moi, c'est pas ça que j'aurais choisi, c'est pas cette peinture-là que j'aurais choisi pour faire l'affiche, parce que bon, alors. Surtout que c'est tout gris. Voilà, c'est gris, et puis ils en font le reflet, l'image qui disparaît, qui se floute. Oui, bon, on peut blablater là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'il y en a qui étaient beaucoup plus intéressants, justement, dans cette salle-là. Où la couleur était prégnante, quoi. Voilà. C'est ce que le roi, c'est pas simplement un tartineur de peinture qui recherche des effets d'épaisseur, c'est aussi la couleur. Et alors, il a dans l'élaboration de son travail, c'est pas de la couleur avec des grands aplats, non, c'est des petits morceaux qui scintillent dans un magma. Voilà, c'est comme une pochette de surprise de couleurs. Voilà, on cherche, on trouve. Moi, je cherchais pas, si vous voulez, les silhouettes de ces modèles.
moi je recherchais ces petits moments de couleur, ces petits moments de bonheur intense, parce que ça arrive comme ça dans un coin de la toile. Voilà, c'est absolument merveilleux. Il peut y avoir d'un coup une coulée orange avec un filet de jaune à l'intérieur. Tout à fait. Et là, c'est absolument fabuleux. Ouais, oui, absolument. Et donc, dans le petit film, comme on le voit travailler, bon, c'est pas forcément une bonne chose qu'il a des masses de tubes de peinture qu'il écrabouille sur sa palette et il y va donc et après il balance ses tubes vides dans un coin de son atelier. Mais son atelier, c'est vraiment quelque chose. Hein. Et il a une palette qui déborde, qui coule vers le sol de l'atelier sur une épaisseur d'au moins 10 cm de peinture sèche et derrière il y a une montagne de tubes qui ont été utilisés. Voilà, c'est quand même... Il y a un côté chez lui un peu ogresque. Et c'est un peu le Gargantua de la peinture, voilà. Il ne peut pas travailler seulement par petites touches en pince à Renoir avec ses palettes impeccables qu'il avait toujours, qui nettoyait absolument, il n'y avait plus une trace de peinture après chaque séance de travail. Ses pinceaux qui étaient nettoyés méticuleusement aussi. Et là, chez le roi, je veux dire, c'est la gabegie totale. Voilà, mais bon, le résultat est là aussi. C'est un résultat assez inouï, mais quand même, quand on n'a pas trop de fric pour s'acheter ses tubes ou ces choses comme ça, voilà. Ce qui empêcherait les artistes qui veulent l'imiter, c'est justement le manque de thunes pour s'acheter des mètres cubes de peinture à l'huile, et puis pas de la peinture, pas de la fine, hein. C'est de l'extra fine probablement. Voilà, c'est quand même quelque chose qui doit coûter une fortune. C'est la palette. C'est des milliers d'euros qui sont là figés. Ouais. Mais effectivement, ça vaut le résultat. Alors, par contre, les reproductions, enfin découvrir le roi sur le net ou dans un catalogue, je trouve que ça perd tout. Quelque part, j'ai lu qu'on pouvait regarder un catalogue et découvrir le roi. Moi, je suis pas d'accord du tout. Je trouve que si on voit pas l'épaisseur de la pâte, la lumière qui sort de justement de ces effets de couches différentes, on voit rien. Enfin, on voit un aplat là qui a aucun sens. Enfin, c'est du barbouillage, quoi. Moi, j'ai acheté ce catalogue de l'exposition que l'on avait vu à Tourcoing, au MUBA, pour le souvenir, parce que c'est un moment extraordinaire qu'on a passé là-bas. Alors, pas seulement au musée, au MUBA, parce qu'on a été aussi se balader dans Tourcoing, trouver des petits restos du Nord, avec des frites et tout, quoi. Voilà, il y a la bière, tout ça. Mais c'est pour marquer le souvenir. Mais c'est vrai que quand on est en présence des œuvres en réel d'Eugène Leroy, ça n'a rien à voir avec... Pourtant, c'est un catalogue qui est bien foutu, avec des reproductions qui sont vraiment au top, mais il n'y a pas le relief. Ouais. La photo donne pas le relief. Ouais, et chez Eugène Leroy, c'est pas possible, quoi. Non. Et donc, il a eu deux garçons, et il y a son fils aîné qui, de 77 à 81, avait ouvert une galerie pour présenter le travail de son père, et c'était rue Quincampoix. Donc, cette rue que nous on aime beaucoup, on a découvert la galerie de Dominique Paula Dardouin, justement, où il y avait celle de sa maman aussi, l'œil de bœuf. Enfin, voilà, donc à l'époque, on connaissait pas Eugène Leroy, on n'a pas été à ce moment-là dans la galerie, mais voilà. Et c'est pareil, on se connaissait pas non plus. On se connaissait pas. Et donc il y a eu aussi une donation donc au MUBA, comme c'est sa ville natale. Donc c'est pour ça que le MUBA est devenu le musée Eugène Leroy. Ouais. Non, alors toujours pareil, parce que si vous voulez, alors je vais retrouver un peu ça au musée d'art moderne, la gentillesse des gens de l'accueil, etc. Au MUBA à Tourcoing, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans la famille et tout ça, c'est vraiment très très sympa. Si vous avez un problème quelconque, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour le résoudre pour vous, si c'est possible. Et un peu au musée d'art moderne, j'ai retrouvé cette gentillesse. Voilà, il y a pas à Orsay, qu'il n'y a pas au Louvre, qu'il n'y a pas dans ces grands monuments touristiques là. Voilà, le musée d'art moderne, d'abord, c'est il n'y a pas des queues de 3 km pour pouvoir y entrer. On y entre facilement. Ouais. Et puis je vous dis, c'est des expos toujours top niveau. Avec un bel espace. Enfin, c'est vraiment des lieux super.
Et on n'a pas parlé non plus, alors il y a beaucoup de dessins aussi, Ouais. hein, dans le petit film, là on le voit justement qu'il fait du fusain, alors c'est pareil, il crabouille, jusqu'à user tout son fusain, et il a fait de la sculture, mais là il n'y a pas du Et de tout... la gravure. Et ouais, sauf que ça c'est pas du tout évoqué dans Non. l'exposition là. Ni la sculpture, ni la gravure. Pourtant, il avait une presse, il gravait, ça a occupé un bon moment de sa vie, quand il était plus jeune en tout cas. Les jours de brouillard et de vent noir où l'on a froid, les canaux du nord ont le cafard. Ils ont le cœur lourd de bateaux plats où mes amours ne tournent pas du côté où le monde va. C'est pour ça, peut-être bien, que de Bruxelles à Saint-Quentin, les Tintins, les petits quinquins ne disent rien quand ils promènent leurs petites amours par la main. Les jours de grisaille qu'on essuie avec les doigts, le pavé du Nord n'est pas bavard. Il a sur le cœur des bruits de bottes et des ripailles qui ont coûté plus de sang que d'argent. C'est pour ça, peut-être bien, que de Bruxelles à Saint-Quentin, les Tintins, les petits quinquins n'aiment pas bien parler de tout et ne savent pas bien parler de rien. Les jours de charbon qui font des nègres avec des blonds, le carreau du Nord n'a plus d'espoir. Il est descendu depuis longtemps dans le trou noir avec sa lampe et son briquet de pain noir. C'est pour ça que certains matins, entre Bruxelles et Saint-Quentin, les Tintins, les petits quinquins suivent par cœur le même chemin avec la même fleur dans la même main. La chanson du Nord, Maurice Fanon. Et toujours, alors, quand même, vous êtes persévérant, vous êtes toujours sur Radio Sous Pente, la station de Rapin sans fois, sans voix, sans courbette, l'émission à Racaille, qui débat sur l'œuvre d'Eugène Leroy. On va peut-être un petit peu freiner, mais on va encore en dire quelques mots. Je voulais justement, tout à l'heure, j'avais le nom qui m'échappait, qui avait des correspondances peut-être entre Leroy et Robérol, un autre de mes artistes aimés. Enfin bon, tout dans Robérol n'est pas bon, tout dans Leroy n'est pas bon non plus, mais il y a quand même des choses qui sont plus ou moins mangeables. Mais bon, en tout cas, il y a des correspondances quand même toujours entre les artistes d'une même génération, sauf que Robérol, lui, était complètement autodidacte, alors que Eugène Leroy, il a quand même été dans des cours, etc., à Paris, dans le Nord. Il était un peu dépucelé, quand même. Ouais, pas très longtemps, mais oui, non, enfin, quelques rudiments, quoi. Ouais. Non, voilà, c'est quelqu'un, en tout cas, ce qu'on peut en dire pour vous donner envie d'y aller, parce que c'est notre boulot, c'est ça, c'est d'évoquer pour vous un artiste dont on a regardé l'œuvre, le pot de regarder l'œuvre, parce qu'on habite à Paris et que c'est plus facile pour nous de voir des grandes expos à Paris que dans des trous du cul du monde de la France, française. Mais bon, en tout cas, on a vu ce Eugène Leroy. Je répète parce que j'aime bien radoter. C'est pas que j'ai une faiblesse, mais j'aime ça. J'aime radoter. Quand on répète 10 fois la même chose, on a peut-être une petite chance que les gens s'en rappellent.
Eugène Leroy, l'expo, en tout cas au musée d'art moderne, c'est un grand moment de bonheur, de se frotter à un artiste que je considère majeur, puisque personne ne lui ressemble, il ne ressemble à personne, il est toujours tenu à l'écart des courants emmerdatoires qui en font des tartines chaque fois qu'ils pondent une petite crotte. Lui, il a fait ses grosses crottes toute sa vie, et tout seul. Voilà, il n'a pas eu besoin d'aller chercher l'inspiration ou la compétition avec les chapelles de l'art contemporain, moderne, tout ce que vous voulez. Voilà. C'est quelqu'un qui est resté dans son petit atelier, dans son petit bled du Nord. Dans un atelier, je dis, il faut vraiment que vous voyiez l'image de cet atelier, parce que c'est quand même arriver à travailler dans des conditions comme ça. Il faut vraiment avoir la peinture chevillée au pinceau. Ouais, alors même si effectivement c'est quelqu'un qui a une grande culture artistique et littéraire, hein, oui. Voilà, il peut parler pendant très longtemps de Rimbaud, il est passionné par Rimbaud, il a redécouvert un passage de Proust, je crois le 5e volume là, de La recherche du temps perdu. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui aussi se nourrit de toute cette, qui a une grande cette culture littéraire aussi. Tout à fait. Alors il existe 2 films. Donc sur Eugène Leroy, un film que nous on avait acheté donc à Roubaix, à Tourcoing, qui est fait par sa dernière compagne qui était photographe. Oui, c'est ça, photographe surtout en fait, et donc qui l'a filmé en train de travailler les dernières années de sa vie. Donc Marina Bourdoncle, c'est un film qui nous permet de bien entrer en contact avec le travail d'Eugène Leroy, son lieu de vie et voilà tout son environnement. Et au musée d'art moderne, il y a la diffusion d'un autre film, c'est Maurice Fleischer, c'est un film qui dure 120 minutes. J'ai regardé un extrait sur internet pour me rendre compte, ça m'a saoulé, il y a quelqu'un qui parle pendant 10 minutes, mais en fait c'est un discours très intello et c'est vraiment rasoir. Et le peu que j'ai été voir dans le musée, c'est pareil, c'était sur ces corps au fond des toiles, enfin voilà, donc je pense que ce film ne présente pas grand intérêt pour qui veut simplement se faire avoir des émotions artistiques, quoi. Mais là c'est pas le cas. Ouais. Non, pas dans celui qu'on possède là de Tourcoing, on voit vraiment le travail de Leroy sans blabla. Il y a une voix off de temps en temps, une musique aussi, parce que c'était un grand mélomane, il adorait la musique. Il travaillait en musique dans son atelier, et des fois même il chantonnait des grands classiques, des opéras ou des choses comme ça. Donc non, c'est quand même l'artiste un petit peu de la Renaissance aussi, hein, parce que avec cette culture touchait à tout un peu dans l'expression plastique, aussi bien la peinture que la sculpture, que la gravure, que le dessin, etc. Voilà, et puis il s'est baladé, d'après ma camarade, un petit peu partout en Europe, dans le monde, aller se confronter à des œuvres, etc. Du Quattrocento probablement, ou des Flamands, voilà, à Amsterdam ou ailleurs. Voilà, ces grands artistes, si vous voulez, qui ont une tête bien faite, et un peu aussi comme des gens comme le directeur de la Villa Médicis, Balthus, voilà. Ces gens-là, c'est ces gens qui sont imprégnés de culture classique. Lui, en étant prof de latin et de grec, évidemment, qu'il était en plein dans le bain, voilà. Et qui, jusqu'à la fin de ses jours, il y a des très beaux passages écrits de lui qui sont dans ce petit film. Voilà. Non, c'est vraiment une rencontre qui peut, je pense, pour certaines personnes, créer une espèce d'élan vers la création picturale. J'avais le plus bel amandier du quartier, j'avais le plus bel amandier du quartier. Et pour la bouche gourmande des filles du monde entier, je faisais pousser des amandes, le beau, le joli métier. Un écureuil en jupon dans un bon, un écureuil en jupon dans un bon,
Va me dire je suis gourmande et mes lèvres sentent bon. Et si tu me donnes une amende, je te donne un baiser fripon. Grimpe aussi haut que tu veux, que tu peux. Grimpe aussi haut que tu veux, que tu peux. Et tu croques et tu picores, puis tu grignotes et puis tu redescends plus vite encore, me donner le baiser dur. Quand la belle eut tout rangé, tout mangé, quand la belle eut tout rangé, tout mangé, je te paierai, me dit-elle, à pleine bouche quand les nigauds seront pourvus d'elle et que tu sauras voler. Monte m'embrasser si tu veux, si tu peux. Monte m'embrasser si tu veux, si tu peux. Mais dis-toi que si tu tombes, je n'aurai pas la larme à l'œil. Dis-toi que si tu succombes, je ne porterai pas le deuil. Les avait bien entendues, toutes mordues. Les avait bien entendues, toutes mordues. Toutes grignotées mes amandes, ma récolte était perdue, mais sa jolie bouche gourmande en baiser m'a tout rendu. Et la fête dura tant que le beau temps, et la fête dura tant que le beau temps. Mais vint l'automne et la foudre, et les automnes ont changé mon arbre en poudre, et mon amour en même temps. L'Amandier, Brassens. Et tout de suite, toujours sur Radio Soupon, toujours l'émission Racaille, on passe, nous passons, vous passez aux expos. Donc les expos, donc Eugène Leroy, l'exposition s'appelle Peindre au musée d'art moderne, c'est jusqu'au 28 août 2022. Je suis également repassée au musée d'art moderne, je voulais découvrir l'exposition Toyen, ce qui s'appelle L'écart absolu. Donc Toyen est une peintre tchèque qui est née en 1902 et qui a suivi le courant surréaliste, et c'est quelqu'un qui reste complètement une femme indépendante, qui est restée dans ses convictions aussi artistiques, et qui est arrivée à Paris. Elle avait 17 ans quand elle a quitté la capitale tchèque, et en fait on ne parle pas de son histoire familiale. Il y a eu quelque chose, donc elle refuse d'en parler. Voilà. Il y a un très bon documentaire sur Arte justement que je vais mettre en lien, qui pendant 50 minutes raconte l'histoire de cette femme. Et d'ailleurs son nom, Toyen, c'est pas son nom de naissance, hein. Elle s'appelle Marina, Marie Tcherminova, et Toyen en fait vient des citoyens de la Révolution française, donc elle a enlevé le si, elle a gardé Toyen, qui reste en fait un genre universel, quoi. Et donc cette femme, quand elle arrive sur Paris, elle va rejoindre les milieux anarchistes et communistes, elle fréquente les arts décoratifs, et en fait elle va chercher sa voie et rencontrer les surréalistes avec qui elle va faire un grand chemin, même jusqu'à la fin de sa vie, puisque c'est même Breton à la fin de sa vie qui va la loger dans l'appartement, je crois, Non, c'est la fille de Breton. Qui va pouvoir la loger dans un petit appartement assez misérable d'ailleurs. Qui avait appartenu à son père. Donc c'est vraiment un travail à découvrir. Il y a ces premiers tableaux qui sont des tableaux figuratifs, et rapidement ça part. Alors il y a une partie, après il y a une phase un peu cubiste, moi qui me parle pas du tout. Là je ressens zéro émotion sur ces formes en général. Voilà. Et après donc on tombe dans le surréalisme, et là c'est complètement, c'est un peu fantasmagorique, c'est plein de choses. C'est une peinture qui est très érotisée en permanence. Donc on sait pas, c'est à nous de faire notre travail et de se raconter l'histoire qu'on veut sur ces tableaux, mais c'est quand même de la bonne peinture. Et cette femme, en fait, elle est, son parcours est intéressant. Apparemment, elle était vraiment adulée dans ce milieu des surréalistes. On l'appelait la baronne, et elle avait du charisme. Enfin, elle a fréquenté donc aussi Éluard Renouch, sa compagne. Et elle s'est même fâchée avec Éluard quand Éluard est resté, je crois, c'est en Hongrie, quand il lui a dit de choisir entre les surréalistes et la fréquentation avec Éluard. Et en fait, elle a dit non, moi je refuse ce système, on se fâche. Oui, elle était contre, si vous voulez, le massacre. Le massacre à Budapest, etc., des chars russes qui sont rentrés en 68 en Tchécoslovaquie et en Hongrie et tout ça, et
Et si vous voulez, Éluard, lui, soutenait les Russes, voilà. Et alors qu'Aragon, toute la bande, là, ils sont désolidarisés du Parti communiste qui soutenait aussi les Russes, le Parti communiste français. Mais Éluard, non, il est resté sur des positions, voilà. Bon. Et ça l'a pas supporté. Voilà, elle a dit, bah non, moi je... Donc en fait, c'est un parcours de femmes artistes, de femmes libres qui le restera jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Oui, tout à fait. À la fin de sa vie, où elle a arrêté de peindre et où elle faisait plus de l'illustration. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Moins, évidemment, physiquement, c'est moins contraignant que la peinture. La peinture, c'est quand même assez physique, à moins qu'on paye, voilà, avec un triple zéro sur des formats mini, mais bon, en général, c'est un peu physique quand même. D'ailleurs, dans l'exposition, il y a beaucoup de ces illustrations, il y a beaucoup de carnets, il y a énormément de choses à regarder. Bon, moi, j'ai pas tout regardé en détail parce que je trouvais que c'était un peu long de s'imprégner de tout ça à chaque fois. Elle a illustré Justine de Sade, elle a fait, oui, effectivement, plein d'illustrations. Et elle a vécu avec deux hommes de qui elle était très proche. Alors, je sais pas si c'est une histoire amoureuse ou pas, parce qu'elle elle parle pas dans le détail, on n'a pas le détail de sa vie intime, ce qui est d'ailleurs aussi bien. Oui. Mais voilà, c'est une femme qui a vécu ce qu'elle avait à vivre en fait sans concession. Tout à fait. Moi, j'ai été très intéressé par le personnage quand j'ai vu ce film. Par contre, sa peinture, ça m'est resté un petit peu en travers, quoi. Bon. Voilà, bah après, on n'adhère pas forcément à ce style pictural. Dans les autres expositions, je suis passée voir Marie Degnaud à la galerie Kaléidoscope. Marie est quelqu'un d'assez extraordinaire, avec qui c'est très agréable de discuter. Et donc c'était vendredi, la veille il y avait eu le vernissage de l'exposition Varia numéro 1. Et donc c'est une sélection d'artistes qu'elle expose sur un temps assez réduit, ça va être du 21 avril au 7 mai. Il ne va pas y avoir Varia 2, Varia 3. Après oui, il y en aura d'autres, des Varia. Mais avant il y aura une exposition aussi, je crois Fernand Tessier entre les deux. Mais là elle expose donc des gens qu'on connaît, comme Marian, Jacques Grimberg, Ilya Grimberg qui est le fils de Jacques Grimberg, Mao Tolai, un dessinateur peintre vietnamien qu'on avait déjà rencontré, Teresa Lockman qui là n'expose pas des gravures mais des peintures. Christian Tangre, c'est un dessinateur qu'elle a rencontré par le net avec le système des algorithmes. Elle est tombée sur son travail, elle a adoré, elle lui a mis un mail, elle était allée chercher des œuvres en Normandie, enfin quelque chose. J'imagine ce Christian Tangre qui reçoit un mail d'une galerie en disant je veux exposer votre travail, c'est cadeau de Noël quoi. Et donc j'imagine si ça m'arrivait. Lui il a il a un beau boulot, c'est du fantastique, c'est du crayon, de la mine, c'est du crayon, donc c'est du dessin, mais voilà des dessins avec on est un peu toujours dans le fantastique justement, c'est très sympa. Et Anne van der Linden, il y a 2 œuvres et là moi j'ai adoré, il y a un dessin qui s'appelle La porteuse de couilles et ça j'avoue que là il y a une femme qui est là, qui a l'air vraiment d'en baver, qui a les cheveux courts, qui est en short et qui porte un fardeau et c'est 4 roubignoles qui sont derrière son dos et elle passe devant un couple un peu égaré, il y a un cycliste, mais ça vraiment Anne, merci d'avoir fait ça, ce dessin, c'est exceptionnel. Et donc Anne a aussi un autre tableau, une peinture de 2021 qui s'appelle La branlette au chien, et donc là c'est une femme aussi qui est nue avec un chien qui lui suce un téton et elle est en train de se faire des petits plaisirs intimes, donc voilà. Ouais, elle est en train de se masturber quoi, pour dire les et choses donc comme il faut. c'est vraiment 2 œuvres que j'ai adorées, donc je suis restée avec Marie assez longuement, on a beaucoup parlé de plein de choses. Et donc je vous invite vraiment à aller voir ses œuvres quoi. C'est un bel espace en plus, sa galerie Kaléidoscope, la rue Chapon est vraiment c'est vraiment sympa. Et c'est dans le Marais. Voilà, c'est dans le 3e, c'est rue du Temple. Enfin, c'est la rue Chapon donne dans la rue du Temple. Non, c'est vraiment un chouette moment. Et il y a aussi notre petite Alice Amoroso, cette jeune graveur qu'on adore, qui va exposer, qui a été sélectionnée pour le prix Gravix 2022. Donc avec Raoul Viloula, c'est pareil. Et elle expose donc du 28 avril au 21 mai à la Fondation Taylor, donc un lieu aussi qu'on aime bien. Donc il y a une dizaine de graveurs qui ont été sélectionnés, donc avec une remise de prix qui sera jeudi 28 avril entre 15h et 21h. Donc moi je ne serai pas sur Paris à ce moment-là, c'est dommage, je ne pourrai pas aller la voir, mais elle nous propose de faire la visite avec elle un peu plus tard, quoi. Bravo Alice Amoroso, bravo.
Raoul Vilula, Ouais. qui est deux pointurés, très jeunes en plus. Voilà, ça fait plaisir de voir des très très jeunes artistes qui se bagarrent pour construire une œuvre magnifique. Sachant qu'Alice est aussi avec Agnès Dubart à Moret-sur-Loing, dans la galerie qui rend un hommage au galeriste qui est décédé là récemment, Oui, qui était le du studio mentor Lo, là. un peu de Alice. Oui. Voilà, donc il y a aussi Agnès et donc Alice qui sont à Moret-sur-Loing. Dans les expos, on a toujours Gaudi et Mayol qui sont au musée d'Orsay. Qu'on ira voir. Demain. Moi j'y vais pour Mayol. Hein. Voilà, Mayol. De toute façon, c'est deux expos différentes, hein, ils ne sont pas ensemble. Est-ce que j'oublie quelque chose? Boilly, toujours au musée Cognac-Jet. Au Burtin, au musée de Voilà. Pontoise. Ah oui, ça vient de démarrer, donc au petit musée de Pontoise. Voilà. Ouais. Il y a Charles Camoin au musée de Montmartre. Sergio Birga à la galerie Saphir. Voilà, bon, on a tout dit. Ah oui, Albert Edelfert au Petit Palais. Bon, c'est Boilly à Cognac-Jet, bon, tu l'as dit, ça, voilà. Non, c'est fini. C'est bon, pas mal, il y a de quoi s'occuper. Donc on fait le culturel. Donc le culturel de la semaine. Robert, tu es en train de lire quelque chose? Oh, je suis en train de lire un bouquin, je pense que quand je le finirai, je pourrai m'éteindre. Le traître et le néant, je trouve le titre fabuleux. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté, pour le titre. C'est un gros bouquin de plus de 600 pages. Hein. Mais c'est fait par deux journalistes du Monde. Davet et l'homme. Davet et l'homme, qui ont déjà écrit un bouquin sur Sarkozy, un bouquin sur Hollande, et cette fois-ci c'est sur Macron, où il l'habille pour l'hiver d'une manière sérieuse, et ça vous fout un bourdon pas possible. Enfin, on découvre pas vraiment que c'est quelqu'un de pas très, comment on peut dire, pas très clean, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, vraiment, c'est documenté, c'est... Voilà, alors, un sujet de discorde avec ma camarade de Kiamba, qui dit, ouais, mais je te l'avais dit tout ça. Oui, bon, d'accord, elle me l'avait dit tout ça, mais l'homme et son pote, là, Davet, bon, ils ont quand même déjà deux bouquins, ça fait le troisième, sur ces espèces de comment on pourrait dire, de grands bandits. Pas pour Hollande. Hollande, c'est le petit bandit, le petit traquenard au coin de la rue, là. Mais enfin bon, c'est des gens pas très intéressants, mais il faut savoir par qui on est, comment dirais-je, on est gouverné. Enfin, moi, je pense pas être gouverné vraiment, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont gouvernés. Et je vous assure que j'en suis à entre 100 et 200 en première page, et que là, je crois que je pourrais même m'arrêter, parce que je pense pas que je puisse en découvrir de pire que ce que je viens de découvrir sur cette espèce sur le nouveau président de la République. Ouais. Alors moi j'ai continué mes lectures d'Édouard Louis. Je vous avais parlé la dernière fois d'en finir avec Eddie Bellegueule, donc l'enfance d'Édouard Louis jusqu'à son arrivée au lycée, où là il va pouvoir sortir de sa vie un peu où il est humilié, où il est vraiment pas bien dans sa peau. Et donc là, il parle de sa maman, Combat et métamorphose d'une femme. Et c'est un livre qui est quand même qui fait du bien. Il raconte comment sa mère, qui donc a vécu toute sa vie dans la pauvreté, la nécessité, qui a vécu avec deux hommes qui étaient alcooliques, violents, donc où son existence semblait vraiment délimitée justement à cette double domination. Et en fait, comment un jour à 45 ans, elle va quitter cette vie et donc avoir une vie, elle va venir à Paris et donc se sortir de cette vie de misère, quoi. Donc c'est un livre avec tout ce regard quand même d'amour maternel du fils vers la maman. Donc c'est un petit livre, mais c'est vraiment bien, quoi. Et puis un film au Méliès, à Montreuil, après une petite bouffe au café salé. Il y eut un matin. C'est un film israélien-arabe sur la Palestine. Ouais, un très beau film aussi. D'ailleurs qui nous parle des Arabes israéliens, donc ce ne sont pas qui ont cette citoyenneté un peu compliquée et qui vont se retrouver coincés dans leur village où ils viennent
faire pour un mariage, pour le mariage du plus jeune de la famille, et comment entre-temps l'armée israélienne va fermer le village, et donc ils vont se retrouver bloqués dans ce village. Fermer ce village, c'est qu'ils construisent le mur de séparation. C'est-à-dire qu'au début du film, il n'y a pas de mur, et après, quand ils libèrent enfin les gens, les Israélo-Palestiniens de leur village, ils découvrent le mur de séparation avec une porte pour pouvoir sortir. Ouais. Mais voilà. Et c'est un film qui est très intéressant parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a ces histoires familiales, donc toutes les relations intrafamiliales. Il y a le politique, justement, avec ses vies compliquées. Et il y a aussi, il nous parle aussi un peu des Palestiniens sans papier qui sont stigmatisés et qu'une partie du village en fait veut dénoncer. La municipalité en fait veut livrer ces Palestiniens aux Israéliens. Donc on le voit, c'est un film qui a vraiment plusieurs niveaux de lecture et qui est très bien joué. En plus, avec moi, ce qui m'a énormément plu, c'est aussi toute la musique, tout le long du film. Il y a plusieurs musiques différentes, que ce soit la musique mariage, il y a des morceaux de piano. Enfin, je trouve que ça accompagne complètement cette histoire. Et donc c'est quand même un petit bijou, quoi. Ouais, moi j'étais très choqué, enfin, puisque je l'avais jamais vu, je crois, dans tous les films sur la Palestine qu'on a déjà regardé. C'est la police municipale de ce village, c'est elle qui arrête les Palestiniens sans papier, etc., pour les refiler aux Israéliens. Et c'est en fait, c'est une police, ils ont des 4x4 comme les islamistes là dans le désert. Ils roulent à tout berzingue dans le village, ils sont armés, et en fait, ils tiennent le village comme des bandits, des djihadistes, quoi. C'est exactement le même comportement. Voilà. Ouais, avec ce problème des collaborateurs aussi, ceux qui veulent travailler avec, dénoncer ces Palestiniens sans papier. Enfin non, c'est vraiment un sujet, il y a une complexité qui est vraiment intéressante dans ce film. Oui, d'ailleurs, pendant tout le film, je crois qu'on est très tendu, parce qu'il faut vraiment faire attention à tout, et on en sort un peu ratatiné, quoi, parce que ça génère une tension nerveuse extraordinaire, et il y a des portraits d'humains magnifiques, comme cet homme qui avait un taxi, sa passion, sa femme l'avait quitté parce qu'un jour il lui a foutu une baffe, et toute sa vie, il le regrette, il dit ouais, c'est de ma faute, etc., etc. Et sa femme l'a quitté, mais il est transi d'amour pour elle. Alors il s'achète un taxi, s'endette pour s'acheter un taxi pour pouvoir lui montrer qu'il est, voilà, etc. Et ce taxi, si vous voulez, qui était en quelque sorte c'était la promesse d'une vie nouvelle. Le mec qui lui a filé du fric, qui l'a aidé financièrement pour acheter ce taxi, c'est un de ces policiers municipaux, et qui, comme il ne peut pas rembourser tout de suite, il essaye de tirer un petit peu, bon voilà, l'autre il fout le feu au taxi, quoi. Donc le mec il se retrouve sans taxi, toujours avec sa dette évidemment, puisqu'il ne sait pas qui c'est qui a foutu le feu. Et il y a deux autres personnages de cette famille où il y a eu le mariage, deux frères, qui, pour venger ce mec qui avait un taxi, qui est un de leurs copains, eh bien, ils vont foutre une grenade sur le camion du policier municipal qui va faire sauter sa bagnole. Enfin, c'est un moment réjouissant, pour moi, c'est le moment le plus réjouissant du film. Voilà. Et ce chauffeur de taxi est tellement désespéré que sa femme ne revienne pas, qu'il va poser sous sa fenêtre la nuit le portrait, enfin un cadre avec dedans la photo de leur mariage, et après il va descendre vers le mur justement, où il y a un soldat israélien qui est là, un jeune soldat israélien qui est pas méchant du tout, qui garde, on ne sait pas ce qu'il garde, enfin il garde, il est là, assis sur une chaise, il dort, et l'autre, il lui balance un caillou qui réveille en sursaut le garde, qui terrorisé mitraille
cet homme et qui meurt là voilà, c'est la fin quasiment du film. Et là, c'est bouleversant parce que en fait, il s'est suicidé, quoi. Voilà, de désespoir. Enfin, il y a tout un cheminement dans ce film qui vous laisse sur les genoux. Voilà. C'est bon. Bon. Et puis, comme nous sommes toujours sur Radio Sous-Pente, et comme nous sommes des gens sérieux, je vous rappelle que c'est la station des Rapins sans foi, sans loi et sans courbette qui émet depuis un garni pourri et diffuse sur internet à racaille.fr. Et tout de suite, je salue nos aminches, sans sauter de ligne, Claude et André de La Nation, Karine de Montigny, une artiste, Claude et William, nos potes de Brest. Quand on pense à eux, on se marre, on est réjouis, quoi. Jean-Paul Souvraz, un grand peintre de Coup de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, on l'aime. D'abord, c'est quelqu'un d'humain, et ça, l'humanité chez nous, c'est quelque chose d'impertard. Claudine, dite Clo-Clo, une pote à ma camarade des Tiamba. Corinne, Joël, Anne-Emmanuel et Fredo, c'était 4 potes à une petite bande là-bas, voilà, d'artistes, de fugueurs, pour un fugueur professionnel pour Joël, qu'on appelle l'Arlésienne du Caire. Juliette Planck, une graveuse, mais alors quelque chose, hein, qui est en relégation à Rochefort-sur-Mer, et qui anime des émissions sur Radio Bigaille, dont vous pouvez, il y a le lien sur le blog si vous voulez cliquer dessus pour écouter ce que nous fait Juliette. Marie-Christine Béguet, une graveuse sévenole, aujourd'hui elle était gardoise hier, une bonne aussi graveuse, une très bonne graveuse, une merveilleuse graveuse, et une amie. Clément, un graveur, le Van Gogh de la gravure, qui grave sur tout ce qui bouge. Agnès Dubar, une graveuse du Nord aussi, qui est maintenant en Bretagne. Thierry Morciot, un graveur bruxellois. Alice Amoroso, bon, vous en a parlé. Hein. Raoul Villelard, on vous en a parlé. Colette, Jacqueline et Nicole, 3 femmes d'artistes, 3 artistes, hélas, aujourd'hui disparus, mais leurs nanas n'ont pas disparu et s'occupent de leur œuvre. Liliane et Laurence, un binôme qui n'est plus aujourd'hui, puisque Liliane a quitté Laurence pour les plaines éternelles du Grand Manitou. Voilà. Alors Laurence se retrouve tout seul. Laurence qui en plus a perdu son compagnon Bernard il y a quelque temps, qui était bouquiniste, et voilà. Alors on pense beaucoup à Laurence, et ma camarade l'aime particulièrement beaucoup. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui va bien, paraît-il. Michel Pellois, là, un grand peintre aussi, voilà, qui peint bien, un peintre bien. Voilà. Marie-Christine et Christophe, des militants de chez Militants qui militent. Cécile, tu la sens, la 5e puissance. Oui, Cécilette, on la sent, ça 5e puissance, c'est en thème. La Russe flamboyante, qui est plus rousse, elle est toute blanche comme ça. Ah, quelle horreur. La Russe Orient qui anime 2 émissions sur une radio ONI, mais des bonnes émissions. La radio ONI, mais les émissions, non. José Arthur, le mélange, une émission musicale de haut niveau. 27 ans qu'il anime cette émission, José Arthur, sur cette radio ONI. Anne-Isabelle Roubaille, une artiste peintre de Bourg-en-Marlotte, que nous avons découvert dans la librairie L'Empreinte de Florence Quenu, à Bourg-en-Marlotte. Colette et Alain, 2 mécènes de chez Mécène qui mécène, qu'on adore aussi, on adore les mécènes, c'est bien connu. Dominique Paula Dardouin, une galériste qu'on aimait beaucoup et dont on chérit le souvenir, puisqu'elle aussi est là-haut, dans les plaines du Grand Manitou. Marie-Pierre, une collectionneuse aussi, qu'on adore, surtout sa cuisine, quand on est invité. Marie Degnoba, on vous en a parlé, c'est la galériste de Kaléidoscope. Hein. Ma camarade passe des heures avec elle maintenant. Bon, ouais. Moi, comme ça, je peux avoir des histoires toutes neuves. Antoine Manoury, des Champignons, c'est un groupe musical top niveau. Non, mais il faut les voir, ils sont sur le net, hein, si vous avez l'occasion. Tapez les Champignons et vous allez voir les 3 autres. La galerie Caron Bedou de Bourg-en-Marlotte. Marie-Louise, une auditrice fidèle, et Anna, une peintre polonaise dont on adore le travail.
copine, à votre camarade, pitié. L'émission est à l'écoute sur le blog arracaille.fr et tout de suite on se finit avec Mélismel pour vivre. Je vais la mettre. Salut à tous. Salut les copines, salut les copains. Malgré l'écran suet une néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.